Mon nom est Dominique Huc, je suis professeur émérite à l'Université de Strasbourg et je suis chercheur en dialectologie et en sociolinguistique. Qu'en est-il du dialecte? En fait, comme je ne peux que décrire, je ne peux que voir, essayer de voir ce qu'il en est, si je puis dire. Je m'aperçois juste que l'usage, la pratique des parlers dialectaux est en quelque sorte beaucoup moins importante qu'elle ne l'a été, semble être en train d'être de moins en moins importante, que les dialectes ont de moins en moins de fonctions. Ou plutôt, je devrais dire que selon les situations, selon les personnes, ces dialectes sont de moins en moins utilisés parce que, en quelque sorte, il y a le français qui a pris la place, les fonctions qu'avaient les parlers dialectaux jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps. Et que c'est en quelque sorte, ça tout doucement, c'est en train, disons, de se retirer de cette vie sociale habituelle. On sait juste que sans doute, de façon, et c'est une chose qui est un peu compliquée, que sans doute les couches sociales économiquement plus défavorisées sont peut-être plus enclines à maintenir l'usage des parlers dialectaux. J'ai bien plus enclines, je n'ai pas dit qu'elles le font. Donc, parce que la pression, cette fois-ci, notamment sur les jeunes générations, avec l'entourage plutôt uniquement en français, joue aussi. Simplement, disons, là il y a une poursuite d'usage qui est peut-être un peu plus importante. Mais grosso modo, et on peut pas non plus raisonner en ville et campagne d'une façon stricte, parce que, en quelque sorte, c'est ceux qui habitent dans ces espaces qui font que c'est rural ou urbain, etc. Et donc là, il y a, disons, une porosité telle aujourd'hui que c'est un peu plus difficile à donner. En revanche, il y a peut-être, je dirais, des micro-régions qui sont un peu en décalage. Alors je sais que ça peut paraître un peu dépréciatif, un peu en décalage avec le reste de l'Alsace, notamment ces micro-régions qui n'ont pas connu le même développement ou le même tempo du développement économique, notamment l'extrême nord, le nord-ouest, l'Alsace-Bossue notamment, ou encore tout l'extrême sud, partie du Sundgau, mais un peu pour d'autres raisons. Il y a parfois des décalages de 10, 15, 20 ans qui se sont faits, et en quelque sorte aussi du point de vue des pratiques linguistiques, ce qui fait que l'usage des parlers dialectaux est encore plus important, tout est relatif, avec peut-être aussi, cette fois-ci, un retour ou une avancée du français plus importante. Et pour le Sundgau, bien sûr, il y a peut-être aussi la proximité de la Suisse qui a pu jouer. Alors on peut faire l'hypothèse, c'est une hypothèse, Donc je parlais de ce développement économique, on pourrait aussi parler du développement global qu'il y a eu, des changements de société qu'il y a eu, qui ont peut-être atteint ces endroits un peu plus tard dans le temps. Et ce qui fait qu'au fond, la reproduction sociale ou la reproduction comportementale, y compris linguistique, s'est maintenue plus longtemps. La France n'a plus estimé utile de demander aux gens quelle langue, de façon générale, quelle langue ils parlaient. Et pour nos départements, ça n'a plus été fait. Mais les derniers travaux, qui datent maintenant depuis quand même pas mal de temps, des années 80, montraient des vraies différences selon les arrondissements et les cantons. Première chose. Et puis deuxième chose, et bien sûr quand on regarde même le dernier chiffre qu'on connaît de 2012, on voit bien qu'il y a tendanciellement, alors je vais être très prudent, tendanciellement, il y a une probabilité qu'il y ait un plus grand maintien dans ces deux extrêmes. Alors il y a les langues qui sont venues d'ailleurs depuis très longtemps, comme l'italien, comme le polonais, ou pour partie l'ukrainien, et selon les endroits où l'on se trouve, c'est pas la même chose pour ceux qui se sont installés, notamment dans les mines de potasse. C'est pas la même chose pour ceux qui se sont déjà installés, qui sont déjà venus comme saisonniers, notamment les Italiens des années 1900.
pour les maçons, par exemple, ou encore après 1945, les Polonais qui étaient là, les Ukrainiens qui étaient là, ou encore les Camerounais qui étaient là, et qui ont tous été, si je puis dire, qui tous étaient socialisés en dialecte. Donc tous les enfants étaient socialisés en alsacien, ils vivaient, à la maison, ils vivaient dans la langue de leurs parents, polonais, italien, enfin c'était souvent italien, c'était pas italien standard, c'était italien dialectal aussi. Ils apprenaient le français avec tous les autres enfants à l'école. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes dans la mesure où effectivement la langue de socialisation est aussi le français. Si on parle de l'usage, la pratique, il faut sans doute voir les années 1960 comme étant, disons, un point où en quelque sorte l'usage va sans doute petit à petit commencer à être une partie des usagers, des personnes vont commencer à remplacer la partie dialectale par le français. Grosso modo, ce sont les couches sociales qui commencent à souhaiter avoir cette ascension sociale, qui vont être à l'écoute d'un discours qui circule dans la société depuis 1946. Ce discours, c'est quoi ? Ce discours, c'est apprenez le français. Bon, ça a passé. Mais lorsqu'on continue à parler le dialecte ne permettant pas de développer sa pensée complètement, parce qu'il est trop fruste, parce qu'il n'a pas les moyens, parce que ça n'est pas une langue, etc. Au fond, c'est donc un handicap pour l'individu, passer au français. Ou encore, dans la mesure où précisément ce dialecte étant ce qu'il est, non seulement c'est un handicap pour l'apprentissage du français, mais c'est un handicap pour l'apprentissage de toute langue standard. Et donc les dialectophones ne pourront jamais avoir de pensée subtile, etc. C'est un handicap social, dans la mesure où on n'apprendra pas suffisamment bien le français. C'est un handicap en quelque sorte aussi professionnel, etc., etc. Donc, en quelque sorte, c'est surtout vu comme ça. Oui, on parle pas de l'allemand. Donc, en quelque sorte, c'est bien le concurrent le plus important. Et là, on a les chiffres. Le concurrent le plus important, jusqu'en 1962, du français, c'est le dialecte. Et ça n'est qu'en 1962 que l'État est enfin rassuré, parce que les statisticiens de l'INSEE ont calculé qu'à la fin des années 70, ils ont même, mécaniquement, c'est en 1979, tout le monde saurait le français. Et il y aura juste 1% des personnes qui irréductibles parce où ce ne sera pas possible. Donc, en quelque sorte, on a encore quasiment une génération, Donc en 62, et c'est là qu'on arrête d'ailleurs de poser la question dans les recensements, quelle langue les gens parlent. Donc en quelque sorte, ce qui se passe, si je puis dire, ce sont deux choses. Ce sont d'une part, ce sont donc des couches sociales et des classes sociales qui veulent tout doucement s'émanciper et au fond ont compris que si elles veulent s'émanciper socialement, il faut que ça passe par le français, la langue de la domination, la langue dominante. La langue des dominants, de ceux qui ont le pouvoir. Et puis, la deuxième chose, c'est que ce discours circulant dans la société, qui a un rôle important, qui est repris par les élites, qui est repris par la bourgeoisie, qui est repris par, je dirais, par l'éducation nationale. Bien sûr. Oui. Mais je rappelle, c'est toujours un concurrent. Et parce qu'on pense réellement, on pense que c'est on pense réellement que c'est un handicap. On a accepté que, en quelque sorte, le plurilinguisme, c'était, quand c'est pas le français qui domine, c'est pas bien non plus.
Supposons que les politiques proposent quelque chose pour ceux qui le souhaiteraient, pour que les parlers dialectaux puissent être de nouveau utilisés beaucoup plus, etc. La question est de savoir, est-ce que les habitants, est-ce qu'ils comprendront, voudront, et on dira, ben voyez bien, peut-être qu'ils veulent pas. Or, la question, c'est pas s'ils veulent pas, la question, c'est qu'on a tout fait pour qu'ils ne veuillent pas.